Donc en effet, je vais vous présenter ce livre que j'ai coécrit avec Gauthier de Pombourg, qui a été un de mes étudiants à la Centrale. Et on a eu l'idée de ce projet il y a quelques temps, et le Covid, avec le confinement qu'il a engendré, a fait que ce livre est sorti plutôt que prévu. Voilà. Les confinements, ça permet de travailler un peu plus. Donc il y a en effet 3 livres qui sont sortis la même année. Un qui s'appelle Le goût du vrai, qui est un tract chez Gallimard dans lequel j'essayais de dire mon étonnement de la façon dont la science et la recherche ont été mises en scène dans les médias en temps de Covid. Et ça dénotait une forme d'agacement, disons. Et puis L'esprit du corps, c'est des vieilles interviews qui avaient été organisées par l'INSEP, l'Institut national du sport et de la performance, sur le rapport au corps. Et ça a été publié en 2021, mais l'enregistrement, c'est un entretien, avait eu lieu des années avant. Donc l'idée de génie, c'est tout simplement de partir d'un constat que chacun d'entre nous peut faire, qui est le suivant. Un philosophe, par définition, c'est quelqu'un qui a lu de la philosophie. Un philosophe qui n'aurait jamais lu Platon, Kant, Bergson, Heidegger et quelques autres, ne pourrait pas, y compris à ses propres yeux, être considéré comme philosophe. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a un rapport aux œuvres du passé qui continue d'irriguer sa démarche intellectuelle et sa façon de travailler. Un philosophe, c'est un lecteur, d'abord. Un physicien, non. C'est-à-dire qu'on peut être un excellent physicien, on peut avoir le prix Nobel de physique, sans avoir jamais lu une page de Galilée, ni même une page d'Einstein ou de Newton. D'ailleurs, il y a très peu de physiciens qui ont lu Newton. Newton, c'est difficile à lire. La traduction des Principia a été faite au XVIIe siècle par Émilie du Châtelet. Elle n'a pas été remaniée depuis. Donc, c'est quasiment incompréhensible. Mais voilà, il nous a semblé que cette dissymétrie entre la physique et la philosophie n'avait pas de raison d'être aussi radicale que l'histoire de ces 2 disciplines ne l'a imposé, et qu'il y a des textes dans lesquels il y a des idées fondatrices, des idées qui ont coupé l'histoire en deux, je parle de l'histoire de la physique, et qu'il est intéressant de lire dans le contexte de leur apparition, c'est-à-dire rédigé par leur auteur, avec une langue parfois très particulière, avec des textes qui sont plus ou moins confus, ce qui permet de comprendre quels ont été les arguments qui ont permis à cette idée d'éclore, quel était le type de problème que tentait de résoudre celui qui a eu l'idée en question, et ça permet de voir finalement comment les connaissances sont devenues des connaissances. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, dans les mêmes canaux de circulation, dans les mêmes canaux de communication, circulent en même temps à la fois des connaissances, qu'elles soient scientifiques ou non, des croyances, des opinions, des commentaires, des bobards qu'on appelle les fake news, et toutes ces choses qui sont très différentes se contaminent, ont des statuts différents, mais s'amalgament. Par exemple, on vous dira qu'une connaissance, c'est en fait la croyance d'une communauté particulière. Ou bien on vous dira qu'une croyance est une connaissance qui a été injustement méprisée. Je ne vais pas donner d'exemple, puisque l'actualité en fournit de façon très abondante. Et en lisant les textes fondateurs qui ont permis à une idée nouvelle d'éclore et de s'imposer dans son champ, on comprend comment les connaissances se sont émancipées des croyances. C'est pas du tout une façon de mépriser les croyances. On a tous des croyances, vous en avez, j'en ai, etc.
Simplement, il y a des domaines où des connaissances viennent contester certaines croyances. Et c'est intéressant de les connaître. Dernier point, nous avons tous beaucoup de connaissances. Enfin, les sondages le montrent, les Français, comme tous les pays modernes, ont des habitants, des citoyens qui ont beaucoup de connaissances scientifiques. Par exemple, beaucoup de Français savent que la Terre est ronde. Beaucoup de Français savent que l'atome existe. Beaucoup de Français savent que les espèces vivantes évoluent. Beaucoup de Français savent que l'univers observable est en expansion, etc. Mais très peu de Français sont capables de dire comment on a su ce qu'on sait. Par exemple, comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde? Quand? Avec quels arguments? À quelle époque? Très difficile de dire. Peu de gens le savent. Et même parmi ceux qui le savent, beaucoup pensent que l'humanité, dans une grande première période, a cru que la Terre était plate. Puis un jour, elle a su qu'elle était ronde. Bon, ben, or c'est faux, sauf que les humains ont toujours su que la Terre était ronde, en voyant les éclipses de lune, qu'on s'est mis à penser qu'elle pouvait être plate quand certains chrétiens ont voulu faire croire qu'elle avait la forme d'un tabernacle. Non, c'est sérieux. Bref, et les arguments qui font que nous savons qu'elle est ronde sont en général inconnus de ceux qui savent qu'elle est ronde. Ce qui veut dire que quand nous avons une mauvaise connaissance de nos connaissances, nous devenons aisément manipulables. Puisque nous ne sommes pas capables de défendre les connaissances que nous connaissons, des arguments que viendraient leur opposer ceux qui les contestent. Je vous donne juste un exemple pour montrer que c'est un problème d'actualité. Il y a un peu plus d'1 an, même 2 ans, souvenez-vous, beaucoup de jeunes manifestaient dans les grandes villes du monde pour réclamer que les États s'occupent davantage de la question climatique. Une de ces manifestations à Paris a démarré à Port-Royal, j'habite pas très loin, donc j'avais été voir les jeunes qui s'apprêtaient à manifester, et je leur ai demandé de m'expliquer pourquoi ils manifestaient autour d'un café. Donc j'en ai réuni une dizaine, il y avait 3 élèves de terminale, 4 élèves de Sciences Po et 3 élèves, 3 étudiants qui étaient en première année universitaire en sciences. Et ils ont tenu des discours extrêmement argumentés, d'une très grande maturité politique, et qui montraient qu'ils avaient une très bonne conscience des enjeux qui étaient liés au problème de climat. En tout cas, ils avaient une maturité politique bien supérieure à ma génération au même âge. Mais à la fin de notre discussion, ils devaient partir pour manifester, je leur ai demandé, au fait, les amis, c'est quoi l'effet de serre? C'était dans le mécanisme par lequel, dit-on, le fait d'émettre des gaz à effet de serre comme le CO2 ou le méthane modifie le climat. Et là, ça a été silence radio. Ce qui n'est pas grave, puisqu'ils sont jeunes, ils ont le temps d'apprendre. Mais après, je me suis amusé pendant quelques minutes à les manipuler. C'est-à-dire à leur faire croire que j'étais climato-sceptique. Je leur ai dit, mais vous y croyez à ces histoires? Vous savez bien que les volcans, par exemple, émettent des quantités énormes de CO2 dans l'atmosphère, de gaz à effet de serre, qu'il y a des gaz à effet de serre naturels, qui chauffent l'atmosphère de la Terre, puisque sans eux, la température terrestre est beaucoup plus basse. Et on voudrait nous faire croire que le fait de rajouter quelques fractions de concentration supplémentaire de CO2 dans l'atmosphère pourrait changer le climat. Et puis je leur ai dit, mais on nous parle des températures en degrés Celsius.
On nous dit que la température va passer de 15 degrés à 16 degrés. Ça fait une variation de quelques pourcents. C'est beaucoup. Mais la vraie unité de température pour mesurer la température, c'est les degrés Kelvin, température absolue. Et là, vous avez une autre échelle. 0 degrés Celsius, c'est moins 273 degrés Kelvin. Et donc passer de 15 degrés à 16 degrés en Kelvin, c'est passer de 300 degrés à un peu plus. C'est une variation inférieure au pourcent. Moi, je les ai baladés. Je leur ai raconté que des bêtises. Ils n'avaient pas les armes théoriques pour me dire que j'avais tort. Donc je pouvais les balader. Et je pense que ça devient un problème politique, puisque moi qui ai toujours été un partisan et un militant et un acteur de la vulgarisation, je l'ai toujours fait pour des raisons intellectuelles. C'est-à-dire pour que les gens apprennent des choses ou acquièrent des idées qui sont belles à regarder ou à penser. Mais l'engagement d'aujourd'hui est beaucoup plus politique, puisque des gens qui n'ont pas les connaissances permettant d'avoir un regard critique sur certaines choses qu'on leur raconte sont très manipulables, ce qui pose un problème de démocratie. Ou en tout cas de république, puisqu'une république, par définition, c'est un milieu dans lequel les connaissances scientifiques doivent normalement pouvoir circuler sans entrave, que celles-ci soient politiques, idéologiques, philosophiques ou autres. Alors maintenant, j'en viens au livre. Avec mon étudiant, donc Gauthier de Pambourg, on a dû sélectionner 33 textes. L'idée, c'était de parler de la physique contemporaine, celle qui est née au XVIIe siècle avec Galilée. Donc 33 textes entre Galilée, premier auteur cité, jusqu'à la découverte du boson de Higgs en 2012, et puis des ondes gravitationnelles un peu plus tard. Et évidemment, on a fait des choix qui sont critiquables. Évidemment, on a dû choisir dans un corpus qui contient des milliers de textes. On a essayé de respecter la parité entre les hommes et les femmes. Évidemment, on n'a pas réussi. Il n'y a que 3 femmes sur les 28 auteurs cités, parce qu'il y a des auteurs qui sont cités plusieurs fois. Galilée, Newton, Einstein et quelques autres. Et donc, on a fait œuvre de subjectivité. Il y a eu beaucoup plus d'articles publiés au XXe siècle qu'au XIXe, mais ça ne veut pas dire qu'on a plus représenté le XXe que le XIXe ou le XVIIIe. On a essayé de choisir des articles qui ne sont écrits que par un seul auteur, ce qui n'est pas le cas des articles de la deuxième moitié du XXe siècle, qui sont tous écrits par plusieurs, voire des centaines d'auteurs différents. Et donc on a essayé de retenir des articles qu'on peut comprendre. On en a publié des extraits. Mon étudiant, lui, s'est chargé de présenter ces textes en présentant leur auteur, sa biographie, ses travaux, l'époque. Et moi, je me suis contenté de dire en 5000 caractères à chaque fois en quoi ces articles avaient modifié la façon de traiter telle ou telle question physique. Et je présentais aussi la suite qu'avait eu cette idée dans la formation d'une nouvelle théorie ou d'un résultat important. Donc, je ne vais pas évidemment donner la liste des auteurs qu'on a sélectionnés, des articles, ce serait trop long, et le mieux c'est quand même d'acheter le livre. Mais je vais vous dire pourquoi on n'a trouvé que 3 femmes. C'est qu'en fait, on n'a pris que des articles qui ont été publiés. Et même s'il y a des femmes scientifiques dans l'histoire, il y a eu très peu de publications avant le XXe siècle. Et donc les femmes qu'on a retenues sont évidemment Marie Curie, qui a publié un petit texte dans lequel elle raconte
de façon très, très plate, sans aucun affect, sans aucune émotion, le travail de sa thèse. C'est très factuel mais très puissant. Et puis deux textes assez incroyables, l'un d'une chimiste allemande qui s'appelle Ida Noddack et l'autre d'une physicienne autrichienne ou allemande, je ne sais plus en fait, qui s'appelle Lise Meitner. Et en fait, on les a choisis parce que on dit souvent que l'esprit n'a pas de sexe. C'est la formule qui a été reprise par Simone de Beauvoir en exergue de son livre du IIe siècle, mais c'est pas tout à fait vrai. On a trouvé un problème de physique qu'aucun homme n'a su résoudre. Et il se trouve qu'il y a deux femmes, à des périodes différentes, qui ont trouvé la solution. Et on s'est demandé s'il n'y avait pas là la démonstration que pour certains types de problèmes, un esprit féminin, si on m'autorise cette expression, était mieux armé qu'un esprit masculin. Et ce problème, c'est celui de la fission nucléaire. En fait, en 1934, donc on connaît l'uranium, on le connaît depuis longtemps, hein, on connaît la radioactivité, enfin on connaît l'uranium depuis la Révolution française, on connaît la radioactivité depuis la fin du XIXe siècle, on sait qu'il y en a de trois types, alpha, bêta, gamma, et en 1934, Enrico Fermi, un physicien italien, avec son équipe à Rome, s'amuse à bombarder de l'uranium avec des neutrons. Des neutrons qui viennent d'être découverts, on sait fabriquer des faisceaux de neutrons très peu intenses, mais bon, qu'on sait calibrer, et il les envoie sur l'uranium. Et il s'attend évidemment à ce que les neutrons soient capturés par les noyaux d'uranium, qui contiennent 92 neutrons, et s'il s'agit d'uranium 235, 143 neutrons. Et l'idée, c'est que le neutron va être absorbé par le noyau, va se transformer en proton par radioactivité bêta, et on aura donc dans le noyau 93 protons, alors qu'au départ, il n'y en avait que 92. L'uranium, c'est l'élément chimique le plus lourd connu sur Terre, évidemment à l'époque, et l'idée, c'est de fabriquer un transuranien, c'est-à-dire un noyau plus lourd que les noyaux qui existent sur Terre. C'est une histoire assez incroyable parce que quand ils envoyaient ce faisceau de neutrons, ils voyaient que la radioactivité de la cible changeait d'une façon bizarre qu'ils ne comprenaient pas. Et Fermi, vers midi, a dit cette phrase qui est restée dans l'histoire. Il a dit à ses collaborateurs Andiamo mangiare, on va manger. Ils sont allés manger dans un restaurant qui existe toujours, via Panisperna à Rome. Et en hommage à cet événement, la peinture du restaurant n'a jamais été refaite depuis l'époque. Et en rentrant du déjeuner, Enrico Fermi a fait une chose étrange qu'il n'a jamais pu expliquer. Il n'a même jamais su dire comment il avait eu l'idée. Mais il a mis dans le faisceau de neutrons un bloc de paraffine. La paraffine, c'est un milieu très riche en hydrogène qui a pour propriété de ralentir les neutrons. Il a donc ralenti les neutrons et il a vu qu'en faisant cela, l'activité de la cible était beaucoup plus intense. Alors que dans leur idée, plus un neutron était rapide, plus la probabilité qu'il soit capturé par le noyau était grande. Et ce qu'ils comprennent là, c'est que non, c'est tout le contraire. Quand les neutrons sont lents, la probabilité qu'ils soient capturés est plus grande. Tandis quand le neutron est presque une caresse sur le noyau, la possibilité qu'il soit absorbé augmente. Et ils font l'analyse chimique de la cible, et ils regardent si dans la cible, il n'y a pas des éléments chimiques très proches de l'uranium, qui auraient été formés par une radioactivité induite par le neutron. Donc ils regardent
dans le tableau de Mendeleïev, s'il n'y a pas trace d'éléments chimiques très proches de l'uranium. Il voit qu'il n'y en a pas, et il conclut qu'ils ont en effet fabriqué un nouvel élément chimique que le directeur du laboratoire, qui s'appelle Corbino, et qui a envie d'être bien vu par le Duce, propose qu'on le baptise mussolinium. Ce à quoi Fermi voudrait s'opposer, mais pas frontalement. Mais il dit le Duce risquerait d'être vexé parce que le mussolinium, cet élément, a une durée de vie très courte. Donc on l'appelle l'élément 93. L'article est publié, ça fait une des journaux. Les Italiens, dit-on dans la presse fasciste, reprise par le monde entier, les Italiens sont parvenus à fabriquer le premier élément chimique transuranien. Bon. Et quelques jours plus tard, ils reçoivent une lettre de Ida Noddack, cette chimiste allemande, intitulée, ça va donner un article, intitulé Über das Element 93, à propos de l'élément 93. Et elle signale à l'équipe de Fermi qu'ils sont peut-être allés trop vite en besogne, que peut-être il y a dans la cible des éléments chimiques beaucoup plus légers qui résulteraient d'une fragmentation de l'uranium. L'idée, c'est que le noyau énorme s'est coupé en morceaux, de sorte que les éléments chimiques produits par cette fragmentation seraient beaucoup plus légers que l'uranium, et donc ne seraient pas visibles par les analyses chimiques qu'ils ont faites en ne regardant que les éléments lourds. Donc on sait que Fermi a reçu l'article, on sait qu'il a fait lire par ses collaborateurs, et on sait qu'ils ne l'ont pas pris au sérieux. Ils ont dit elle n'a qu'à faire les analyses chimiques elle-même, etc. Or, c'est pour cette découverte, qui n'en était pas une, que Enrico Fermi a eu le prix Nobel. Alors ensuite, d'ailleurs, c'est quand même un coup du sort génial. Imaginez qu'en 1934, les Italiens, les physiciens en général, aient compris que l'uranium-235 était fissile. Il y aurait eu des bombes atomiques en 1939. Ça aurait changé l'ambiance. Là, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris. Seule une femme, Ida Noddack, a été capable d'imaginer qu'un petit neutron qui arrive tranquillement sur un gros noyau d'uranium qui contient au total 235 nucléons était capable de le couper en morceaux. 4 ans plus tard, Otto Hahn, un chimiste allemand, refait la même expérience en Allemagne et renvoie ses résultats à Lise Meitner, qui a dû s'exiler parce qu'elle était juive, et il lui envoie par courrier les résultats des expériences qu'il mène. Et il fait remarquer que dans la cible, lui a fait les analyses chimiques complètes, il voit du barium. Il est persuadé que le barium est une impureté qui vient d'une contamination produite par quelques produits qui seraient présents dans le laboratoire et qui se seraient insérés subrepticement dans la cible d'uranium. Et c'est Lise Meitner, en discutant avec son neveu, Otto Frisch, qui va comprendre qu'en fait, le barium vient de la fission de l'uranium. Quand l'uranium se coupe en deux, il produit du barium et du krypton. Et elle découvre ce qu'on appellera par la suite la fission de l'uranium-235 avec libération de neutrons qui peuvent eux-mêmes faire fissionner d'autres noyaux d'uranium-235. Et donc on comprend que la fission peut produire une réaction en chaîne qui fait fissionner d'autres atomes et qu'à chaque fois il y a une grande libération d'énergie. Et c'est à partir de là que l'idée de la bombe atomique germe. Fin 1938.
Et le brevet de la bombe atomique, comme vous savez, a été déposé par Joliot-Curie en mai 1939. Et ensuite, il va y avoir la lettre d'Einstein écrite à Roosevelt, etc. Tout ça pour dire que quand on lit ces papiers, on se rend compte que, contrairement à ce que tout le monde croit, il n'y a aucun lien direct entre E égale mc2 et la bombe. La formule d'Einstein, E égale mc2, date de 1905. L'uranium, on le connaît, je l'ai dit, depuis la Révolution française. Donc ici, il suffisait d'avoir la formule d'Einstein et l'uranium pour penser à les bombes. Il y a eu des bombes depuis très longtemps, sans doute pendant la Première Guerre mondiale. C'est pas très dur de fabriquer une bombe atomique. Donc ce qui a fait que la bombe est devenue pensable, c'est la découverte de la fission. En 1938, et avant, on connaissait la radioactivité, et c'est pas la radioactivité qui permet la bombe. Même si, je crois, 3 Français sur 4 pensent que si on met de l'uranium dans les centrales nucléaires, c'est parce que c'est radioactif. Non, la radioactivité de l'uranium, c'est une gêne. On met de l'uranium parce qu'il est fissile, il se coupe en deux quand il est percuté par un neutron, et il est le seul à faire ça. Et donc, si on associe la bombe atomique à Einstein, c'est pas du tout à cause de l'MC2. C'est d'abord, en effet, parce qu'il a écrit à Roosevelt, en disant que la fission de l'uranium a été démontrée. Les Allemands, les nazis, dit-il, ont de l'uranium et ils ont des bons physiciens. Et donc, Einstein ne fait que mettre Roosevelt en garde contre le fait que les nazis pourraient avoir la bombe. Et c'est ce qui va décider Roosevelt à monter une sorte de comité qui va étudier tout ça, mais sans faire d'expérience. Et c'est seulement après l'attaque de Pearl Harbor, et surtout la découverte du plutonium, qui lui aussi est un isotope fissile, que les Américains ont lancé le programme Los Alamos, le programme Manhattan, à Los Alamos, pour faire des bombes atomiques. Et si on associe Einstein à cette histoire, c'est à cause de la couverture du magazine Time de 1946, du mois de juillet, pour célébrer l'anniversaire du premier essai atomique qui a eu lieu en juillet 1945, quelques semaines avant Hiroshima et Nagasaki. Et sur la couverture, on voit un nuage atomique qui surplombe l'océan avec des bateaux de guerre un peu partout, un cobra qui est représenté dans le nuage atomique, et au cœur du nuage, il y a marqué E égale mc2. Et on voit le visage d'Einstein triste, et il est écrit Einstein, le cosmoclaste. Cosmoclaste qui veut dire le destructeur de l'ordre. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, bien après, qu'on associe Einstein et la bombe, alors il n'a jamais rien eu à voir avec cette histoire. Ni sa formule d'ailleurs. Si je laisse tomber mon stylo, j'augmente son inertie par le fait qu'il a de l'énergie cinétique en plus de sa masse, et j'augmente son inertie, c'est E égale mc2. E égale mc2, c'est une formule universelle. Mais elle est toujours présentée comme une formule spécifique qui n'opère que dans des circonstances particulières, un réacteur nucléaire ou une bombe atomique. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est simplement pour dire qu'en la matière, ce sont des femmes qui ont imaginé la possibilité d'un processus qu'aucun homme n'avait jugé possible. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans les archives de la RAI, donc de la télévision italienne, une interview de Emilio Segre, physicien italien qui travaillait avec Fermi à l'époque, qui a ensuite émigré aux États-Unis, qui a eu le prix Nobel pour la découverte de l'antiproton. Et on le voit dire à un moment, en se tapant la tête, on a été des andouilles, on n'a pas cru Ida Noddack. Je termine cette
cette parenthèse pour vous raconter maintenant une autre histoire qui vous montrera que les idées en physique, elles suivent des fils, elles suivent des processus au cours des siècles qui obligent à les remanier et à modifier la portée qu'on leur accorde. Et donc le fil que je vais vous proposer, c'est le fil qui relie Galilée à Einstein. Donc il y a 3 siècles en gros qui les séparent, pour vous montrer que finalement la distance intellectuelle qu'il y a entre Galilée et Einstein est beaucoup plus courte que la distance entre Newton et Einstein, bien que Newton soit entre les deux. Newton a théorisé la gravitation, comme vous le savez, Galilée pas vraiment, mais la façon de travailler d'Einstein ressemble beaucoup plus à celle de Galilée qu'à celle d'Einstein. Donc, ce que je vais vous raconter commence en 1604, quand Galilée énonce un résultat absolument incroyable. C'est pas un résultat d'ailleurs, c'est une sorte de proposition qu'on trouve dans ses carnets, qui ne correspond à aucune situation qu'on puisse observer. Galilée écrit que tous les corps, quelle que soit leur masse, quelle que soit leur nature, tomberaient à la même vitesse s'ils tombaient dans le vide. Et qui a jamais vu ça? Tous les corps que nous voyons tomber, dès lors que la hauteur de chute est assez grande, tombent à des vitesses différentes. En plus, à l'époque de Galilée, on ne sait pas faire le vide. Et pire que ça, tout le monde pense que le vide n'existe pas au motif que la nature en a horreur. Donc, Galilée énonce un résultat correspondant à une situation que personne n'a jamais vue et qui, pire que cela, contredit à la fois l'observation et Aristote, ce qui fait beaucoup. Vous savez, à l'époque, on pratiquait ce qu'on appelle à l'époque l'ipsédixitisme. Ipsédixit, ça veut dire en latin, ipsé c'est le maître. Le maître lui-même l'a dit, donc on ne discute plus. Le maître, évidemment, à l'époque, c'est Aristote. Or, que dit Aristote dans son livre qui s'appelle Traité du ciel? Il écrit qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif, qu'il est plus lourd. C'est-à-dire qu'une pierre qui pèse 10 fois plus vite qu'une autre pierre va tomber 10 fois plus vite. C'est à peu près conforme à l'observation, à condition qu'on n'observe pas trop. Est-ce que vous avez jamais vu une pierre tomber 10 fois plus vite qu'une autre? Est-ce que vous avez vu une pierre tomber 1000 fois plus vite qu'un petit caillou? Et pourtant, cette loi a fait autorité pendant des siècles, a été enseignée au motif qu'elle était la traduction en phrases de ce que nous pouvons observer. Et donc, Galilée ose contester Aristote. Alors pour lui, qu'est-ce que c'est que le vide? Il se fiche de savoir si le vide existe ou pas. Ça l'intéressera plus tard, mais en 1604, il s'en fiche. Pour lui, le vide, c'est un milieu idéalisé. Et c'est un milieu dans lequel la résistance au mouvement des corps serait nulle. Et il l'utilise simplement comme milieu qu'on peut penser, même s'il n'existe pas. Et il a l'intuition géniale que dans le vide, s'il existait, les lois du mouvement seraient tellement simples qu'on pourrait les mathématiser par des lois simples. Et c'est ainsi qu'il énonce sa loi en 2 phases. Première phase, la vitesse de chute d'un corps qui tombe
est proportionnel à la durée de la chute. Donc un corps qui tombe depuis 3 secondes tombe plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde. Un corps qui tombe depuis 10 secondes va 10 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde, etc. Et deuxième phase de l'énoncé, la constante de proportionnalité est indépendante du corps, de sa masse, de sa nature, de ses propriétés, de sa densité, etc. Autrement dit, 3 tonnes de plumes tombent comme 1 milligramme de plomb. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Hein. D'ailleurs, il y a une formule qui dit ça de façon radicale, il dit 1 grain de sable tombe à la même vitesse qu'une meule de moulin. Une meule de moulin, ça pèse plusieurs centaines de kilos. Quand il dit ça, tout le monde rigole. Hein. Tout le monde rigole. Et pourtant, c'est la bonne loi. C'est la bonne loi de la chute des corps qui contrôle l'observation. Alors, comment est-ce qu'il est arrivé à cette loi? Alors, il a fait quelques expériences. Par exemple, il a montré que une pierre qu'on laisse tomber dans la mélasse finit par être ralentie. La même pierre qu'on laisse tomber dans l'eau est également ralentie, mais moins vite que dans la mélasse. Et si on la laisse tomber dans l'air, elle est ralentie, mais moins vite que dans l'eau. Et il se dit, si je laissais tomber la pierre dans un milieu qui n'offre aucune résistance, contrairement à l'eau, l'air et la mélasse, est-ce que les vitesses de chute ne s'égaliseraient pas? Ça, c'est l'intuition. Mais comment le prouver? Impossible par l'expérience. C'est impossible, puisqu'on ne peut pas faire le vide. Donc comment est-ce qu'il va le démontrer sans faire l'expérience? Il va le faire en inventant ce qu'on a appelé par la suite une expérience de pensée. Et l'expérience de pensée, ce n'est pas une expérience intellectuelle. C'est une façon de trouver un stratagème par lequel le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. On fait un pas de côté. On demande au réel d'aller se faire voir ailleurs pour voir si une loi qu'on suppose vraie a des conséquences acceptables ou non dans des conditions qu'on ne peut pas réaliser mais qu'on peut imaginer. Donc l'idée, c'est, l'histoire de pensée, c'est une question qui commence de la façon suivante. Qu'est-ce qui se passerait si? Qu'est-ce qui se passerait si? Donc on se place d'emblée dans un monde contrefactuel. Un monde qui n'est pas notre monde, mais un monde qui sert à penser notre monde. Et en l'occurrence, il imagine, c'est un texte qu'on trouve dans un livre qui sera publié en 1632 qui s'appelle Discours des 2 sciences nouvelles, ou Discours sur les 2 sciences nouvelles. Il y a 3 personnages qui interviennent, dont l'un qui est Salviati. Salviati, c'est son ami Florentin, qui est son porte-parole en fait, dans le livre. Galilée n'avance pas à visage découvert, hein, il n'a pas envie d'avoir des ennuis, enfin il aura quand même des ennuis. Parce que l'Église catholique ne croyait pas au vide, au motif que Dieu est partout. Donc si Dieu est partout, il n'y a aucun espace, aucun volume, qu'on puisse dire vide. Donc Galilée, Salviati, propose l'expérience de pensée suivante. Supposons qu'Aristote a raison quand il dit qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd. Ça veut dire si je prends une grosse pierre et une petite pierre, et si je laisse tomber ensemble d'une certaine hauteur, la grosse pierre va tomber plus vite que la petite. Ça, c'est l'hypothèse de départ. Et c'est maintenant que commence l'expérience de pensée. Imaginons que je relie la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. Je les attache l'une à l'autre. Et je les laisse tomber de la même hauteur. Que dit Aristote? Il dit l'ensemble formé par les 2 pierres est plus lourd que la grosse pierre. Donc l'ensemble va tomber plus vite que la grosse pierre si elle était seule. Mais le même Aristote
doit également dire que pendant la chute, la petite pierre, quitte au moins vite que la grosse, va tendre la corde qui le relie. Et donc la petite pierre va faire parachute. Elle va ralentir la chute de la grosse. Donc l'ensemble formé par les deux pierres va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Et donc Galilée découvre, grâce à l'effort de pensée, que dans cette loi qu'on enseigne depuis des siècles, il y a une contradiction cachée qui interdit que cette loi puisse être vraie. Puisque la même loi, appliquée à la situation que je viens de décrire, conclut que ça va plus vite et que ça va moins vite. Ça va plus vite et ça va moins vite. Comment résoudre la contradiction? En disant que la grosse pierre tombe exactement à la même vitesse que la petite. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et ça, c'est l'acte de naissance de la physique moderne. C'est-à-dire, ça consiste à énoncer des lois qui contredisent les observations que nous pouvons faire, ce qui oblige ensuite à réinterpréter l'observation pour expliquer comment une loi qui la contredit l'explique quand même. Et l'explication, elle est très simple, c'est que lorsque vous faites tomber des corps dans l'atmosphère et non pas dans le vide, il y a certaines forces qui s'exercent sur les corps, qui dépendent de leur masse, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède. Et ce sont elles, et seulement elles, qui créent les différences de vitesse que nous observons, et non pas la gravité. Et donc, Aristote a eu tort de faire porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. D'accord? Et donc, cette découverte ne sera vérifiée expérimentalement que bien après, quand on saura faire le vide, on aura pu démontrer que le vide existe, qu'on peut le fabriquer, ça réclame des pompes, etc. Mais on a su comment se comportent les corps dans le vide bien avant de pouvoir le vérifier en faisant le vide. Comme vous le savez, ça va être repris par Newton, ça va donner lieu à sa formulation de la gravitation, qui est une force qui s'exerce au travers de l'espace entre des corps dotés d'une certaine masse. Et donc la gravitation est perçue comme une force. On l'apprend comme ça à l'école d'ailleurs. Une force qui est d'autant plus intense que les objets sont massifs et d'autant plus faible que la distance qui les sépare est grande. Et en fait, en réfléchissant à la chute des corps, des siècles plus tard, un certain Albert Einstein va complètement modifier la donne sans rien découvrir. C'est ça qui est intéressant, c'est que Einstein, comme Galilée, fait des expériences de pensée. Et d'ailleurs, avant de parler d'Einstein, puisqu'aujourd'hui la plupart des ingénieurs que je forme, qu'on forme dans le monde, s'initient au big data, au numérique, avec la conviction que le réel qui nous entoure va donner beaucoup plus d'informations sur lui-même par le biais des données numériques qu'il nous livre, analysées par des algorithmes, que les théories physiques. Alors je vous invite à réfléchir autour de ce constat, qui est que quand Galilée découvre la loi que je viens de rappeler, il n'y a aucune donnée. En 1604, on ne sait même pas ce que c'est que la vitesse instantanée d'un mobile. Puisque comme vous savez, pour la définir, il faut le calcul différentiel, qu'on n'a pas. Donc la notion de vitesse instantanée, inconnue au bataillon. Est-ce qu'on sait mesurer avec une grande précision la durée de chute d'un corps? Non. On n'a pas de chronomètre précis. On a très peu de données. Mais Galilée trouve la bonne loi. En 1915, je vais en parler, Einstein énonce une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale.
qui est la théorie qu'on utilise aujourd'hui en 2022 pour faire de la cosmologie. Qu'est-ce que Einstein sait sur l'univers en 1915 par rapport à aujourd'hui? Réponse, rien. En 1915, on ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait pas que l'univers est en expansion. On ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent. Le processus par lequel les étoiles sont capables d'émettre de la lumière est parfaitement mystérieux. On n'a pas encore découvert les interactions nucléaires qui sont responsables de ce mécanisme. En guise d'objets célestes, on connaît quoi? Les étoiles mystérieuses, les planètes, les comètes, de nature inconnue. Bref, on ne sait rien. Par rapport à aujourd'hui, on ne sait rien. Et bien que ne sachant rien, Einstein trouve de nouvelles équations pour la gravitation qui sont celles qu'on utilise aujourd'hui alors que depuis on a connu les trous noirs, les pulsars, la nucléosynthèse, les ondes gravitationnelles, etc. Autrement dit, posez-vous la question, faisons à notre tour une expérience de pensée. Supposons qu'on ait toutes les données qu'on a aujourd'hui, recueillies par des satellites, des télescopes, des colliseurs de particules. Imaginez qu'on a toutes les données, mais qu'on n'a pas les équations d'Einstein. Est-ce que vous pensez qu'un algorithme pourrait, à partir des données qu'on lui donnerait, inférer les équations d'Einstein? Ben, la réponse est non. Pour l'instant, en tout cas. Et on peut même aller plus loin, qui est que on a certaines données, comme celles des ondes gravitationnelles, qu'on a pu détecter pour la première fois en 2015. On a les données parce qu'on avait les équations permettant de les prédire. Donc si on n'avait pas les équations, on n'aurait pas les données. D'accord? Donc jusqu'à preuve du contraire, l'esprit humain fait mieux que les algorithmes. Sur ces questions-là. Sur d'autres questions, les algorithmes font mieux que l'esprit humain. Par exemple, les sites de rencontres. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui ont plus de connaissances sur le type de relation entre personnes qui fonctionnent que n'importe quel être humain. Ils font des corrélations, ils savent quand un profil est mis sur le site, quel type de profil il faut lui proposer pour que la probabilité que ça marche fonctionne. Donc, moi, c'est horrible, mais je m'égare. Donc maintenant, je viens à Einstein. En 1905, comme vous savez, c'est l'année miraculeuse. Pour lui, pour la physique, comme on l'appelle, il publie 5 papiers différents, sur 5 sujets différents, etc., qui répondent à des questions qui s'étaient posées lorsqu'il était adolescent, qui sont des expériences de pensée qu'il a formulées à 15 ans, 16 ans. Et la différence de Galilée, quand Einstein fait une expérience de pensée, il met en scène son propre corps. Et à la fin de sa vie, il dira « J'avais une pensée musculaire ». C'est-à-dire, je mets mon corps en situation, dans une situation que je peux imaginer, et je regarde, ou j'imagine, à partir de lois physiques que je supposerais, comment réagirait mon corps dans la situation que j'imagine. Bon, vous connaissez l'expérience de pensée célèbre qu'il a formulée quand il était en Suisse à Rao, élève en terminale, il avait 16 ans, et il se pose la question, qu'est-ce que je percevrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Et il comprend que s'il est à cheval sur un rayon lumineux, il est comme un surfeur qui avance sur l'eau en suivant la crête d'une vague. Mais quand vous êtes un surfeur qui suit la crête d'une vague, la vague qui est devant vous, allant à la même vitesse que la vôtre, vous paraît immobile par rapport à vous.
celle qui est derrière vous vous paraît immobile. Donc en fait, quand vous faites du surf, vous voyez un système d'ondes, des vagues, qui semble stationnaire, immobile. Donc Einstein se dit, puisque la lumière est faite d'ondes électromagnétiques, si je suis à cheval sur la lumière, je serai à cheval sur une onde électromagnétique. Donc je verrai comme le surfeur une onde électromagnétique stationnaire. J'avancerai avec elle, donc elle sera immobile par rapport à moi. Donc Einstein comprend que s'il était à cheval sur de la lumière, il verrait une onde électromagnétique stationnaire. Or, du haut de ses 16 ans, il savait, non pas par l'école qui n'enseignait pas l'électromagnétisme à l'époque, mais par ses lectures personnelles, il savait qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell, qui décrivent la lumière. Et donc il s'est dit, soit la situation que j'ai imaginée est une situation impossible, puisque elle correspond à une situation que les équations de Maxwell jugent impossible. Soit les équations de Maxwell qui disent que c'est impossible sont fausses. Et en 1905, il répond à la question en disant la situation que j'ai imaginée est une situation impossible. Pourquoi? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Voilà. Donc même si je me déplace dans l'espace, la vitesse de la lumière par rapport à moi sera toujours la vitesse de la lumière. Et donc il est impossible que je sois à cheval sur elle, puisque si j'étais à cheval sur elle, sa vitesse par rapport à moi serait nulle. Et même si je vais à une vitesse qui est la vitesse de la lumière moins epsilon, la vitesse de la lumière sera toujours la vitesse de la lumière par rapport à moi. Donc que je sois immobile à très grande vitesse dans l'espace, si un photon, si la lumière me double, la vitesse qu'elle aura par rapport à moi sera toujours la même, indépendante de ma propre vitesse. Et c'est ça qui va l'obliger à changer les relations entre l'espace et le temps. Et ça répondra en même temps à une autre question qui s'était posée à 15 ans, qu'il a écrite dans une lettre qu'il a adressée à son oncle maternel. Il lui demande, et lui explique dans cette lettre, qu'est-ce qui se passerait si la lumière était capable d'émettre de la lumière? C'est une question à la noix, hein. C'est une question d'enfant en fait. Einstein dira plus tard que s'il a trouvé les bonnes réponses, c'est parce qu'il se posait des questions d'enfant qu'il a résolues avec le cerveau d'adulte. Et donc il a expliqué le fait qu'il était le premier par le fait qu'il avait un retard mental. Bon, ça c'est des histoires un peu annexes, mais qu'est-ce qui se passerait si la lumière émettait de la lumière? On apprend à l'école que les vitesses s'ajoutent. Si vous marchez sur un tapis roulant, votre vitesse par rapport au sol immobile, c'est celle de votre pas par rapport au tapis roulant, plus la vitesse du tapis roulant. On ajoute les vitesses. Donc si la lumière émet de la lumière, la vitesse de la lumière émise sera la vitesse de la source, donc la vitesse de la lumière, plus la vitesse de la lumière. Donc la lumière émise par la lumière ira à 2 fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise émet à son tour de la lumière, ça fera 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4, puis 5. Donc Einstein comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, il devrait y avoir de la lumière de vitesse infinie, puisqu'on pourrait fabriquer ainsi un escalier cinématique produisant de la lumière de vitesse infinie. Mais en 1905, il répond à la question, qu'est-ce qui se passerait si la lumière émettait de la lumière? La lumière émise irait à la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. C'est tout simple. Et en 1907, il est toujours à Berne, au bureau des brevets. Il n'a pas de poste à l'université. Il examine les brevets qui sont proposés par les ingénieurs suisses ou allemands pour synchroniser les horloges ou faire des choses comme
ça. Et en rentrant de déjeuner, au mois de novembre, un jour du mois de novembre, comme tous les jours, il s'installe sur son tabouret. Il a un tabouret, il n'a pas une chaise. Il a choisi un tabouret parce que sur un tabouret, il n'y a pas de dossier. Il fait une sieste semi-éveillée, ce qui lui permet de s'endormir à moitié, mais d'être toujours conscient. Et donc s'il a une idée qui vient, eh bien il a suffisamment de conscience pour être capable de la saisir. Et s'il s'endort, alors complètement, alors son corps va tomber et il y aura un réflexe de son corps qui va le réveiller. Donc il utilise ce stratagème pour avoir des idées dans un état de conscience modifié, disons, en restant capable de les capturer. Parce qu'Einstein, il sait que les idées, c'est très rare. Hein. Tu sais, la méditation, il paraît, ça consiste à regarder les idées passées comme des nuages dans le ciel sans s'attarder à vouloir les capturer. Non, c'est du gâchis. Hein. Les idées, c'est rare. Donc quand il y en a une, il faut être suffisamment conscient pour la récupérer. Et d'ailleurs, en 1934, il a dîné avec Paul Valéry, qu'il connaissait. Ils ont déjeuné ensemble. Et Paul Valéry était persuadé qu'Einstein était quelqu'un qui avait des idées à était dans des essuie-glaces. Parce qu'Einstein produit des idées en rafale. Donc il lui a demandé à la fin du dîner, un peu intimidé, Monsieur Einstein, quand vous avez l'idée, comment est-ce que vous faites? Vous la notez dans un cahier, vous la dictez à votre secrétaire, vous l'écrivez sur la nappe, comment vous faites? Et Einstein lui a répondu, gros maître, vous savez, une idée, c'est si rare. Et de fait, Einstein a eu très peu d'idées. Mais il les a toujours poursuivis au bout du bout, sans jamais rien lâcher. Et quand il revient de ce déjeuner du mois de novembre 1907, il le raconte, il suffit de lire, il raconte qu'il a eu, ce jour-là, l'idée la plus heureuse de sa vie. Et il continue en disant, cette idée produisit en moi une très forte impression. Ce qui est en termes einsteiniens de dire, j'ai eu des palpitations, j'étais pris de tremblement. Et elle me mena, 8 ans plus tard, vers une nouvelle théorie de la gravitation. En fait, cette idée est toute simple. Il a compris ce jour-là qu'une personne qui tombe en cheminement ne sentira pas son propre poids. Il n'invente rien. Il ne découvre rien. Il ne fait que mettre en situation un résultat qui est celui qu'a trouvé Galilée. Imaginez que vous tombez en cheminement. Vous prenez cette bouteille d'eau qui tombe avec vous. Vous la lâchez. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber comme vous, puisque tous les corps tombent à la même vitesse. Donc vous qui êtes en train de tomber du fait de votre poids, vous allez voir cette bouteille en impesanteur. Vous allez la voir ne pas tomber alors que vous tombez. Donc il a inventé une expérience de pensée lui permettant de voir quelque chose que tout le monde aurait pu voir, à savoir que quand on tombe, on n'en peut pas. Alors même que c'est le poids qui nous fait tomber. C'est le poids qui est la cause de votre chute. Cette cause produit un effet qui, pour vous, semble annuler la gravitation qui vous fait tomber. Donc Einstein se dit, c'est quoi ce bazar? Depuis quand est-ce qu'une cause peut être annulée par l'effet qu'elle produit? Et ce qu'il veut dire là, en fait, c'est que la chute des corps, dans le vide, met la gravitation hors du spectacle. C'est l'anagramme. La chute des corps a pour anagramme hors du spectacle. Et il va énoncer dans la foulée un principe
qui va se nommer le principe d'équivalence. Et ce que je voudrais vous raconter, c'est un des textes qu'on a choisi avec Gauthier dans le livre. Vous voyez que là, il n'y a pas d'équation. Il y a juste des expériences de pensée et du raisonnement. C'est trivial. Ça va se compliquer parce que vous êtes d'accord avec moi que si la bouteille qui tombe avec vous est loin de vous, si elle est à 3 km de vous par exemple, elle va tomber vers le centre de la Terre. De même que vous tombez vers le centre de la Terre. Mais ça ne sera pas des trajectoires parallèles. Donc ce que je viens de vous dire, c'est, ça n'est vrai que localement, si l'objet est proche de vous. Mais quand même, ça suffit à Einstein pour énoncer le principe d'équivalence, qui dit ceci. La gravitation est équivalente à une accélération. Et réciproquement, elle peut être mimée par une accélération. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous mettez, imaginez ça, c'est une cabine d'ascenseur. Il n'y a pas de hublot, il n'y a pas de fenêtre. Donc quand vous êtes à l'intérieur, il n'y a aucun moyen pour vous de savoir où vous êtes. Cette cabine d'ascenseur, vous allez la poser sur Terre, immobile. Donc elle est dans le champ de gravité terrestre. Vous allez mettre dans la cabine un physicien auquel vous allez donner des objets de masse différente pour l'occuper. Et il va voir que les objets, s'il les lâche, tombent sur le plancher de la cabine. Maintenant, deuxième situation. Imaginez que la cabine soit non plus sur Terre dans le champ de gravité terrestre, mais qu'elle soit très loin dans l'univers, dans l'espace, à un endroit où il n'y a plus de gravitation. Très loin de toute étoile, donc la gravitation est nulle. Mais vous allez doter la cabine d'un petit réacteur qui va l'accélérer dans une certaine direction, avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Okay. Vous mettez dedans un physicien, vous lui donnez des balles, il va s'amuser, il va voir qu'elle tombe sur ce qu'il appellera le plancher. Alors qu'il n'y a plus d'eau et de bas, hein. Il n'y a plus de gravité. Donc l'eau et le bas, c'est des notions qui n'ont plus de sens. Et ce que dit Einstein, ce que dit le principe d'équivalence, c'est que, c'est très simple, il n'existe aucune expérience que le physicien placé dans la cabine pourrait faire qui lui permettrait de savoir s'il est dans la première situation ou dans la seconde. Ce sont deux situations parfaitement équivalentes. Et la physique doit rendre compte de cette équivalence. Alors, quelques temps plus tard, en 1909, enfin, il a un poste universitaire, il a 30 ans, il a un poste à Prague, où il va travailler à l'Institut de physique allemande. Enfin, l'Institut de physique allemande, c'est pas la physique allemande, c'est l'Institut, parce qu'à l'époque, il y a l'université tchèque, une allemande, il y a l'université allemande, et il habite avec sa femme et ses deux enfants un immeuble dans Prague, tout neuf, qui existe toujours, qui est un des premiers immeubles électrifiés. L'éclairage est électrique, et il y a une cabine d'ascenseur électrique. Et il fait une expérience de pensée cette année-là, où il imagine qu'il est dans la cabine d'ascenseur dont je viens de parler, dans la seconde situation. Donc il est dans la cabine, accéléré par un petit réacteur, il est dedans, et il imagine qu'on a percé un trou dans la paroi de gauche, pour moi, de la cabine, par lequel on peut faire entrer un rayon lumineux. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vois? La vitesse de la lumière n'étant pas infinie, le rayon lumineux, il va mettre un certain temps à traverser la cabine. D'accord? Pendant ce temps, la cabine qui est accélérée va se déplacer vers le haut, pas vers le haut.
entre guillemets. Donc, le point d'impact du faisceau lumineux sur la paroi de droite, pour moi, ne sera pas en vis-à-vis du point d'entrée. Donc, en fait, le physicien qui est pas Einstein qui est dans la cabine va avoir un faisceau lumineux courbé quand il traverse la cabine. Courbé par quoi? Par l'accélération de la cabine. C'est un effet dynamique. Je crois pouvoir dire que Einstein n'est pas le premier à avoir imaginé cette situation. Tout le monde intéressé par ces questions à l'époque savait que pour un référentiel comme celui que je viens de décrire, la trajectoire du faisceau lumineux est courbée, non pas parce que la lumière a une trajectoire courbe, mais parce que le référentiel depuis lequel on mesure cette trajectoire est en déplacement accéléré. Donc là, rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est quand je fais jouer le principe d'équivalence, qui dit que ce que je vois dans la seconde situation est exactement la même chose que je verrais dans la première situation. Donc là, la cabine est posée sur le sol. Il n'y a plus d'accélération. Je suis dans le champ de gravité terrestre. Je perce un trou, la lumière traverse, et je vois la même chose que tout à l'heure. Je vois un faisceau de lumière qui est courbé. Par quoi? Il est courbé par quoi? Il n'y a plus d'accélération. Mais il est courbé par la gravitation. Alors même que la lumière n'a pas de masse. Et à l'école, on apprend que la gravitation ne s'exerce que sur les objets massifs. Eh bien non, la gravitation va courber la lumière, alors même qu'elle est sans masse. Donc il va publier ça, et il va proposer de vérifier en utilisant une éclipse totale du Soleil. Puisque quand il y a une éclipse totale du Soleil, qu'est-ce qui se passe? On est sur Terre, il y a le Soleil. Derrière le Soleil, dans la journée, quand il est au-dessus de nous, il y a des étoiles fixes. Mais on ne peut pas les voir parce que le Soleil nous aveugle. Donc on ne peut voir les étoiles que la nuit, quand il n'y a pas de Soleil. Sauf que quand il y a une éclipse totale du Soleil, c'est-à-dire qu'entre la Terre et le Soleil, il y a la Lune. La Lune fait que le Soleil n'est plus visible et donc ne nous aveugle plus. Et donc on peut voir les étoiles fixes qui sont au-delà du Soleil. Et si j'ai raison, dit Einstein, la position des étoiles fixes lors d'une éclipse totale du Soleil ne sera pas la même que quand le Soleil est planqué derrière. Pourquoi? Parce que la lumière qui vient des étoiles fixes, quand le Soleil est sur la trajectoire, va être courbée par la présence du Soleil, de sorte que la direction qu'on attribuera aux étoiles fixes ne sera pas la même selon que le Soleil est sur un parcours ou selon qu'il n'y est pas. Donc il publie ça, il y a un jeune astronome allemand qui s'appelle Freundlich, qui travaille à l'observatoire de Potsdam, tout près de Berlin, qui dit on va monter l'expédition en Crimée, puisqu'une éclipse totale du Soleil est prévue pour être visible en Crimée en août 1914. Donc ils rassemblent du matériel, ils montent une équipe, ils y vont, mais comme vous l'imaginez bien, août 1914, pour aller en Crimée, quand on est allemand, c'est pas super, c'est la guerre, ils sont tous arrêtés, la mesure n'a pas lieu, ils sont emprisonnés, ils sont échangés contre des prisonniers russes quelques temps plus tard, et la mesure n'est pas faite, et heureusement, parce qu'à l'époque, Einstein n'avait pas les bonnes équations, et la prédiction qu'il avait faite pour la déviation de la lumière n'était pas la bonne. Il y avait une erreur d'un facteur 2. Peut-être que vous avez entendu parler d'un manuscrit d'Einstein, Besso, qui a été vendu aux enchères au mois de décembre dernier. Il est parti pour 13 millions d'euros. Bon, c'est un manuscrit, c'est un brouillon de calcul
dans lequel Einstein, avec Grossman, élabore une ébauche de théorie de la relativité générale qui n'est pas la bonne. Enfin, je vais prendre dans les détails, mais ouais, il n'avait pas les bonnes équations. Et finalement, en 1915, aidé par des mathématiciens comme Marcel Grossman, il va publier la bonne théorie de la relativité générale. Et aussitôt après, enfin, non pas aussitôt après, mais quelques années plus tard, après la guerre, en 1919, un astronome anglais qui s'appelle Eddington, qui est un Quaker, donc il est pacifiste, il a refusé pendant la guerre de porter un fusil, ce qui lui a valu des ennuis, mais lui veut montrer qu'un physicien allemand a démontré qu'un physicien anglais avait tort. Bref, que Newton était dépassé par Einstein parce qu'il pensait que la science allait permettre au peuple de ne plus se faire la guerre par le fait que la collaboration permettait des relations pacifiques. Il va donc monter l'expédition en fait 2 dans l'hémisphère sud en 1919, observer une éclipse totale du soleil. Et coup de chance, pendant l'éclipse, les nuages qui empêchaient juste avant de voir, d'avoir de bonnes images, les nuages ont disparu pendant 20 minutes et il a pu faire des mesures qui ont montré que la prédiction d'Einstein était juste. Et en fait, vous voyez, c'est quand même des affaires très simples. Tout ça, ça part d'une réflexion sur la chute des corps. Et pour faire le travail que je viens de rapidement résumer, Einstein, dans son expérience de pensée, s'appuie sur Galilée, sur l'université de la chute libre, pas sur Newton, non, c'est tout simple. Et donc, on pourrait dire que, et ça se voit dans le livre dont on parle, les idées de génie, c'est souvent des idées produites par des gens qui inventent des stratagèmes intellectuels qui nous permettent de décoïncider avec le monde et de faire un pas de côté pour avoir les moyens d'installer une distance critique par rapport au phénomène. Donc c'est une façon de se démarquer de l'induction. L'induction, c'est la stratégie qui consiste à penser que l'explication des phénomènes peut se déduire des phénomènes, de l'observation. L'idée, c'est que l'observation, c'est vraiment la clé de la compréhension. C'était d'ailleurs un sujet de bac il y a 3 ans, pour les classes littéraires. Le sujet, c'était observer, suffit-il pour comprendre? La réponse est non. Pas besoin de faire 2 parties avec une conclusion, une synthèse. Non. Tout élève qui a écrit non méritait 20 sur 20. Et ça donne raison à un philosophe des sciences que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Alexandre Koyré, qui disait: depuis Galilée, le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut rendre compte du réel empirique, de ce qu'on observe, par des lois physiques qui, lorsqu'on les entend pour la première fois, devraient nous sembler absurdes. Absurdes parce que démenties par le spectacle du monde. Et si vous réfléchissez à toutes les lois physiques que vous avez apprises au lycée, ben vous verrez qu'elles entrent toutes dans ce cadre. On les apprend par cœur. Mais si on s'arrête sur elles, et on se demande, mais est-ce que ça a du sens tout ça? On s'aperçoit que non. Et c'est tout un travail ensuite de montrer comment des lois qui semblent absurdes, en fait, sont le seul moyen qu'on ait de comprendre ce qu'on observe. Je vous donne un exemple. En seconde, à mon époque c'était en classe de son, on apprenait le principe d'inertie.
qui est un des trois principes fondamentaux de la mécanique de Newton. Le principe d'inertie, là encore contredit Aristote, en disant un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne et uniforme. C'est-à-dire, un corps qui n'est soumis à aucune force va à une droite à vitesse constante. Bon. Moi, je me souviens que ça m'avait surpris d'entendre ça en classe de seconde. Pour une raison simple, c'est que j'allais au lycée en vélo. Et j'avais bien remarqué que quand je cessais de pédaler, mon vélo finissait par s'arrêter. Et là, la prof me dit s'il n'y a plus de force qui s'exerce sur le vélo continue à vitesse constante. Ce qui contredit l'expérience que j'ai du mouvement. Et donc, moi j'étais très timide à l'époque, je n'osais pas poser de questions en cours, etc. Mais je suis quand même allé là, ce jour-là, je suis allé la voir à la fin du cours, en disant, mais c'est bizarre, moi ce que je vois, c'est quand la force s'arrête, le mouvement s'arrête. Et elle m'a dit, Klein, vous manquez de sens physique. J'ai failli m'inscrire en droit après. Et donc, ce principe d'inertie, qui est bon, vous oblige à réinterpréter l'observation du mouvement des corps en vous faisant voir que votre vélo, s'il s'arrête, c'est pas parce que vous cessez de pédaler, c'est parce que s'exercent sur lui des forces de frottement, de la route, de l'air, etc. Donc il y a des forces qui s'exercent encore sur le vélo, même quand vous n'exercez plus de force sur lui.